L'objectif des TOP, c'est gérer son stress, la démotivation et la fatigue en général. Donc ça, c'est ce qu'on veut plus. Et qu'est-ce qu'on veut ? On veut peut-être d'être plus en forme, plus en vitalité, plus d'adaptabilité, d'agilité, de motivation, mais dite durable. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour votre santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Alors, comprendre et pratiquer les techniques d'optimisation du potentiel, aujourd'hui, avec mon invité, le commandant Phil Van Den Bosch. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Alors, vous êtes un vrai commandant, hein. Tout à fait. Vous êtes un militaire. Exactement. Alors, je vais faire quelque chose que je fais jamais. Je vais vous demander de vous présenter, parce que vous n'avez pas un parcours simple à résumer, on va dire. Ok. Vous commencez par quoi ? Vous commencez par le militaire ou par le formateur ? Ouais, je vais commencer par les deux, mettre du « et ». Alors allez-y, mettez du « et ». Voilà, donc je commencerai par ce qui m'anime le plus, par mon grand pourquoi, passionné de l'humain, et puis viser à faire les ponts entre les mondes, les approches et les humains, et m'inspirer et pouvoir peut-être aussi transmettre des petites expériences ou des expertises que j'ai appris tout au long de mon parcours dans différents mondes en fait, et pas que le monde militaire. Si vous vous présentez à des gens et vous dites je suis un pont, un pont qui peut s'emprunter. Voilà, les gens vont dire bon, mais concrètement il fait quoi le pont ? Voilà, c'est comme un livre en fait. Hein, vous vivez de quoi ? Dites-moi. Alors évidemment, je vis de ma profession comme coach et cultural manager au sein de l'état-major de la défense belge. Et puis, je vis de mes passions et de la passion de pouvoir transmettre comme dans un livre. Le livre n'est pas le plus important, c'est le contenu qui est à l'intérieur. Même chose pour le pont. C'est ça que je vise à entretenir pour moi-même avant tout. Et puis aussi avec écologie vers les autres. Alors, l'armée, vous êtes tombé dedans quand vous étiez tout petit. Oui. Parce que vous avez toujours voulu être militaire quasiment depuis votre, au moins adolescence. Au moins adolescence, passionné et peut-être du hasard aussi, un stage jeune que j'ai eu l'occasion de faire à 15 ans, un stage paracommando, junior évidemment, et qui m'a passionné en fait, où j'ai découvert un monde et une opportunité aussi de peut-être partir à l'aventure et de découvrir des choses et de fil en aiguille. Je pense que le fil rouge est toujours là, c'est le côté humain qui m'a continué à m'animer et de passer d'expérience en fonction, en mission, et puis aussi d'aller, avec parfois certaines frustrations limites, chercher d'autres savoirs à l'extérieur. D'accord. Alors, à l'armée, vous êtes allé sur le terrain, vous avez combattu. Oui. À un moment donné où vous n'aviez pas de technique, on ne débriefait pas les militaires. C'était pas la mode encore. Oui, c'est ça. Si le mot débrief sous-entend qu'il y a un accompagnement au niveau psychologique et humain, alors oui, effectivement, et je viens d'une période où il n'y avait pas beaucoup de suivi. Donc, c'est-à-dire que les gens revenaient de terrain et ils n'étaient pas accompagnés pour revenir à la vie. Exactement. Le principal outil était finalement le sport. On passe par le corps, et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes d'action parce que armée ou autres forces de sécurité, on peut parler des pompiers, des ambulanciers, du personnel soignant, des gens qui sont impliqués et qui sont au contact de l'humain dans des circonstances qui sont quand même impactantes, certainement au niveau psychologique. Donc, on pourrait même dire stressantes. Exactement. Qui sont finalement au cœur de l'action. Exactement. Peut-être pour ça que ça vous a donné envie de vous former à des techniques. Exactement, évidemment, ça part avant tout. De connaissance de l'humain et de gestion des émotions, du stress. Évidemment. C'était un ressenti personnel et par écologie, un élan et une envie d'en savoir plus et aussi par un constat de dire tiens, en situation extrême, j'ai l'impression de bien gérer, et puis qu'est-ce qui fait qu'au quotidien, dans des circonstances, je vais dire assez traditionnelles, traditionnellement quelqu'un de nerveux, angoissé, et de pas forcément faire le lien. Et de se dire, en fait, il y a peut-être quelque chose à aller creuser autre part, autrement, qu'est-ce qui se fait dans d'autres organisations, et puis aller aussi voir le monde scientifique, le monde des médecins, et c'est comme ça que ça m'a dirigé naturellement aussi vers la docteure Edith Perrault-Pierre, pour découvrir, il y a des techniques qui ont été en plus développées au sein de l'armée française et qui peuvent nous aider. Le docteur Edith Perrault-Pierre, on va en parler ce matin, puisque c'est elle qui a créé
la méthode dont on va parler aujourd'hui, la TOP, technique d'optimisation du potentiel, c'est déposé. Oui. Et on verra comment. Comment est-ce que vous conciliez l'aspect militaire de votre vie et l'aspect coaching de votre vie? Est-ce qu'elles ne s'opposent pas? Est-ce que la rigueur et la discipline militaire ne s'opposent pas au coach? Pour moi, elles se réunissent parce que le dénominateur commun, c'est l'humain. Donc derrière un uniforme, quel qu'il soit, il y a toujours un humain. Et donc oui... c'est un militaire, c'est quelqu'un qui obéit quand même. Au doigt et à l'œil. C'est une de ses compétences, mais pas que. Derrière un uniforme, comme pour toute profession, il y a un être humain, il y a un savoir-être avant d'avoir un savoir-faire. Et donc oui, il y a énormément de compétences pour être professionnel dans son job, au profit de l'organisation et finalement de la société. Et puis derrière, il y a l'individu en lui-même qui évolue dans un collectif. Et là, ça fait le pont, justement, entre l'approche coaching et puis la profession de militaire. C'est être en appui de l'humain. Donc, moi, je me considère comme un accompagnant au service, comme des soins de santé, d'une certaine manière, mais plus au niveau mental, évidemment. Alors, les méthodes dont on va parler ce matin sont sorties du cadre sportif pour lequel elles avaient été inventées, pour des sportifs de haut niveau, pour aller rejoindre ensuite l'armée, et puis aujourd'hui elles rejoignent quasiment tous les pans de la société. Exactement. Originellement, en fait, elles viennent de l'école de Fontainebleau, qui est déjà une école mixte entre civils et militaires. Et puis oui, c'était à la base les sportifs de haut niveau. Et d'ailleurs, c'est évident, actuellement, les sportifs de haut niveau sont accompagnés par des coachs dans leur profession, enfin dans leur discipline, et toujours par un coach mental. Et donc, là, ça a été l'opportunité de pouvoir déployer ça au profit d'autres militaires pour répondre à une demande des retours d'opération où il y avait énormément de stress et de fatigue opérationnelle. Et donc, la demande des forces armées françaises vers la Dr Edith Perrault-Pierre a été de OK, vous qui avez des compétences, vous accompagnez les sportifs de haut niveau, qu'est-ce que vous pouvez mettre au point dans les années 90 donc 90 pour finalement... faire en sorte qu'on puisse gérer la démotivation, le stress et la fatigue dus à des déploiements qui sont intenses. Oui. Elle avait créé sa méthode. Alors, je ne sais même pas si d'abord c'était une demande dès le départ, mais pour préparer des sportifs de haut niveau du bataillon de Joinville. Oui, exactement. Donc c'est comme ça qu'elle a démarré. Ouais. Préparation mentale. Là aussi, à une époque où il n'y avait pas beaucoup de préparation mentale des sportifs. Maintenant, on en parle de plus en plus, on parle d'accompagnement, mais il y avait pas, ça n'existait pas beaucoup à l'époque. C'était avant les années 90, en fait. Exactement, ouais. Et donc, oui, elle a vu l'opportunité. Et je dirais que pour l'anecdote, quand on échange avec elle, elle n'était pas forcément demandeuse parce qu'elle s'est dit « Ah oui, on me demande ça, donc ça va être une surcharge de travail en plus. Donc, si les gens ne veulent pas, moi je fais, je propose, ils disposent. » Et puis, effectivement, le besoin était là et là, ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire qu'elle était médecin du sport, dans un premier temps, dans sa première vie. Exactement. Et après, elle a été donc chassée par l'armée. Elle était en fait médecin du sport dans les forces armées. Et donc, elle était déjà en fait comme militaire, colonel au sein de l'armée, donc médecin des armées, et principalement orientée vers l'école interarmée du sport. Et donc là, effectivement, vous avez aussi des sportifs de haut niveau qui évoluent et qui représentent les couleurs françaises. Donc, elle invente, on va dire, sa méthode. Oui. En gros, c'est ça. Et donc, elle va proposer à des militaires dans un premier temps. C'est ça. Donc, elle invente la méthode en croisant des choses qui existent déjà, qui fonctionnent, et qu'elle développe petit à petit avec expérience pour avoir un vocable qui passe bien dans le monde des forces armées et qui s'adresse aussi au monde opérationnel. Et donc, de fil en aiguille, ça évolue et ça continue d'ailleurs à évoluer avec les neurosciences. Et effectivement, c'est bien reçu par la population militaire avant tout. Et puis, oui, parce qu'il fallait que ça réponde à leurs demandes et à leurs attentes déjà. Exactement. Et leur principale demande, c'est d'être bref, parce que le temps est important, donc ça doit aller vite, sans matériel, efficace, efficient. Et évidemment, répondre à des circonstances dites VUCA, volatiles, incertains, complexes, ambiguës. C'est un mot qui vient de l'armée américaine pour décrire que la seule constante, c'est le changement. Et là, ça fait le pont vers, évidemment, tous les besoins que toute personne qui évolue dans notre société actuelle a peut-être également. Il faut le répéter, ça, parce que c'est quand même un concept nouveau qu'on
qu'on n'utilise pas tous les jours. Alors je nuance, c'est pas forcément nouveau, mais peut-être que oui pour certains. Enfin moi je veux dire, j'en avais jamais entendu parler avant. Ok, volatile, incertain, complexe, ambigu, donc en anglais VUCA ou en français VICA, pour vraiment décrire ce monde qui évolue tout le temps, qui est en changement permanent et qui forcément alors représente une forme d'inconnu pour la majorité et qui peut pour certains générer du stress. Évidemment, on n'est pas tous égaux devant le stress, mais en règle générale, ce genre de circonstances de crise, en fait, favorise l'émergence du stress chez les individus et les groupes aussi, évidemment. À noter que ça a un équivalent en entreprise également. Oui, exactement. L'équivalent, en fait, il utilise aussi l'acronyme, mais sinon, le mot banni aussi est de plus en plus, ça c'est un peu la... Banni. Le banni pour finalement le 2.0 en fait au niveau du VUCA, pour dire que voilà, c'est fragile, c'est incertain également, c'est complexe, c'est indéterminé, c'est non linéaire. Donc c'est toujours la même expression, mais ça passe mieux peut-être dans l'environnement commercial et des entreprises. Et pour peut-être aussi dire que ça évolue avec le monde actuel. Bien, donc la méthode s'appelle TOP, et on dit TOP, on prononce ces dit trois. TOP, top, technique d'optimisation de potentiel, tout est bon. On met du et. Technique d'optimisation de potentiel. Ouais, le commandant Phil van den Bosch est notre invité aujourd'hui. On parle des TOP, les techniques d'optimisation du potentiel. On va essayer de comprendre en quoi elles consistent ce matin et comment les appliquer à notre vie de tous les jours. Alors, déjà, quel est l'objectif des TOP ? L'objectif des TOP, c'est gérer son stress, la démotivation et la fatigue en général. Donc ça, c'est ce qu'on veut plus. Et qu'est-ce qu'on veut ? On veut peut-être d'être plus en forme, plus en vitalité, plus d'adaptabilité, d'agilité et effectivement aussi de motivation, mais dite durable aussi. Ça veut dire dans le temps qui perdure. Donc une notion de performance. Alors, le docteur Edith Perrault-Pierre qui a créé la méthode insiste là-dessus. C'est une méthode pédagogique mais préventive, c'est-à-dire qu'en fait ça sert à rien de l'appliquer une fois qu'on est on est au milieu de la mer, ça sert à rien. Non, exactement, on n'apprend pas à nager avant le naufrage. On s'entraîne avant, on se forme d'abord, on s'entraîne et puis on met en application quand c'est nécessaire. Donc oui, c'est pédagogique et c'est préventif et complémentaire à d'autres champs dits thérapeutiques ou pathologiques ou, voilà. Donc oui, c'est un peu la même posture que pour le coaching. On est vraiment dans le présent, orienté vers le futur, état désiré, recherché. Et à qui ça s'adresse alors ? Est-ce que ça s'adresse à tout le monde ou il y a des populations spécifiques à qui ça s'adresse ? De base, ça s'adresse à tout le monde, évidemment, puisqu'on est tous humains et peut-être tous dans un environnement qui peut avoir un effet stressant. Et évidemment que ça s'adresse en particulier à des gens qui évoluent au quotidien de par leur profession ou de par les circonstances dans des environnements stressants, fatigants. Par exemple, les postes, les shifts ou le travail posté, donc à des heures différentes, qui peuvent mettre une pression sur l'organisme et sur l'aspect aussi état d'esprit. Vous parlez de leadership. Oui. Rien à voir avec les shifts. Le shift de changement, donc avoir un leadership qui permet d'évoluer dans le changement, dans le monde VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu, et puis aussi avoir un changement de leadership, c'est-à-dire peut-être un leadership qui s'adresse avant de s'adresser aux autres et à l'environnement extérieur, qui s'adresse à nous et qui nous offre une vision qui repart vers l'intériorité. Ouais. J'ai vu quand vous dites VUCA, vous accélérez. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui. Pourquoi, okay. Pourquoi ? C'est un mot qui vous fait peur ? Pourquoi pas, c'est intéressant, c'est à questionner, j'y réfléchirai, peut-être par habitude de le prononcer de cette manière, et pourquoi pas, peut-être que ça me rappelle des circonstances, éventuellement. Alors ce monde VUCA dans lequel on vit aujourd'hui, qu'est-ce que ça implique pour nous au quotidien ? Alors qu'est-ce que ça implique pour nous au quotidien ? C'est avant tout... en fait, ça implique plein de choses. Évidemment, on est tous différents, mais de manière générale, on remarque une surcharge mentale, donc une surstimulation de par la société de l'information, effectivement une activation et un hyperstress, et un hyperstress qui est chronique d'une certaine manière. Et c'est un peu l'effet cocotte-minute, c'est
tant que c'est, je vais dire temporaire, on peut le gérer. Mais si à force que la pression s'accumule, effectivement, à un moment, la pression s'évacue d'une manière ou d'une autre et pas forcément de la manière la plus opportune. Oui, cette idée que tout va plus vite, en fait. Exactement. Tout va plus vite. Mais tout va plus vite ou c'est une idée que tout va plus vite ? Et là, c'est évidemment le point clé qui peut nous permettre d'avoir des solutions. C'est évidemment en grande partie une perception, comme la perception du temps, comme la perception de notre environnement et de nos circonstances. Et c'est-à-dire que si on agit sur et qu'on change nos perceptions, on change l'angle de vue, on peut peut-être changer aussi la vision sur le défi et la vision aussi sur les options et les solutions possibles. Donc évidemment, un changement intérieur permet d'aller vers des changements extérieurs plus efficaces, efficients. Ouais. Alors, la méthode des TOP fait appel à 4 fondamentaux. Tout à fait. Quels sont-ils, ces 4 fondamentaux ? Et je vais vous demander de les expliquer un petit peu. Évidemment, les 4 piliers de base, c'est avant tout la respiration. Vous allez voir, c'est une approche à la fois tête, cœur, corps, j'ai envie de dire, qui nous s'adresse aux émotions, à l'aspect cognitif, mais aussi à l'aspect corps. Et donc oui, en premier lieu, la respiration, puisque la respiration, du moment de notre vie jusqu'à notre mort, est présente, varie régulièrement en fonction de ce qu'on fait, mais évidemment, on peut inverser ça et dire, tiens, si on fait varier notre respiration, qu'est-ce qui se passe sur toute notre physiologie, notre façon de penser, notre état d'esprit, notre état d'être. Donc, un exemple tout simple, on sent bien que quand on monte un escalier, la respiration s'accélère, et donc, effectivement, à l'inverse, si on se dit, tiens, ok, je vais accélérer ou diminuer ma respiration, qu'est-ce que ça a comme impact sur ma physiologie ? Et par exemple, si vous inspirez, d'ailleurs on le fait naturellement quand on bâille, eh bien on redonne de l'oxygène, c'est le corps qui comprend que oui, je suis fatigué mais j'ai besoin de nouveau d'énergie. Donc inspirer va redonner de la vitalité. À l'inverse, quand on souffle, on expire, bien, oui, quand on est surpris par exemple, je suis surpris, j'inspire, et puis non, c'était rien, je souffle et effectivement là je détends, c'est le frein du corps, on agit sur le système nerveux autonome, le parasympathique et on ralentit. Donc le conseil majeur pour les gens qui se sentent en accélération permanente, un peu surchargés, c'est d'utiliser le souffle, d'intensifier le temps et le volume consacré à l'expiration pour apaiser, ralentir et finalement ramener la personne à un niveau plus optimal, une fameuse zone d'activation optimale, comme on en parle au niveau des tops. Alors vous expliquez ce que c'est que la zone d'activation optimale. Ouais, et voilà, c'est tout simplement le fait de retourner à un état de calme vigilant. C'est un état tout à fait naturel et c'est quand vous n'êtes pas en hyper-énergie, hyper-stress, où là, à force, de manière chronique, vous allez peut-être tomber dans le burn-out. Et à l'inverse, vous n'êtes pas en hypo, ou vous n'êtes pas en train de vous ennuyer, ou vous manquez d'énergie, par exemple comme au matin, on a un petit peu levé du pied gauche. Non, là on rentre, la zone, c'est comme disent les rugbymen, c'est là où je suis, ou comme les sportifs de haut niveau, dans ma zone de performance optimale pour l'action. Et il y a un lien particulier entre le stress et la performance. Et donc, effectivement, il faut avoir suffisamment de... Ah oui, de c'est nécessaire le stress pour la performance. Exactement. C'est nécessaire parce que c'est notre niveau d'énergie, c'est notre niveau d'activation, c'est le fait d'être dynamique et en vitalité, c'est la vie, c'est le mouvement. Et donc oui, c'est ça aussi que visent les tops. Alors, je reviens évidemment, premier pilier, la respiration. D'accord, mais si on devait définir ce que c'est qu'une respiration efficace, finalement, pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi la respiration efficace ? La respiration efficace, c'est la respiration qui s'adapte le mieux à l'individu que je suis pour répondre à la demande qui arrive dans mon environnement, à la future action. D'où cette métaphore permanente du GPS. D'abord, savoir où j'en suis. C'est pour ça qu'on parle de météo top. Je fais ma météo... On n'a pas fait notre météo top avant de démarrer l'émission. Pas encore, tout à fait. Ouais. On pourrait la faire ensemble. C'est exactement. Vrai. Ouais. Donc on fait la météo top pour savoir donc où on en est. Exactement. Une fois qu'on a notre point de station, notre situation, eh bien ensuite on a cette... c'est là que c'est la différence par rapport à d'autres météos intérieures. Il y a une météo extérieure, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans l'environnement et quelle est ma prochaine action et comment je peux m'adapter à cette future action. Et donc qu'est-ce que je vais ajuster. Et donc évidemment, si on fait ça de plus en plus souvent, on s'ajuste, plus de feedback, plus d'ajustement, plus d'optimisation et donc de performance. C'est-à-dire que la respiration va s'adapter à la situation qu'on vit. C'est-à-dire plutôt qu'on analyse où on en est au niveau de notre état d'être, on le met en lien et en rapport avec la prochaine action, par exemple, prise de parole en public.
Et en fonction de ça, si je suis en hyper, par exemple, eh bien, je me dis, ok, là, j'ai besoin de m'apaiser, donc je vais aller chercher une respiration apaisante. Donc, je vais plutôt insister sur le souffle et me permettre de revenir dans la zone, à l'état qui est le plus optimal pour moi. Ah, vous avez utilisé hyper et hypo. Donc, si je suis en hyper, je suis en quoi ? Si vous êtes en hyper, vous êtes surstimulé, au-dessus de la zone, très dynamique, et peut-être un peu trop. Et si vous êtes en hypo, vous êtes en dessous de la zone, pas assez d'énergie, et la nécessité de se mettre en dynamique et de s'activer. On a vu le premier pilier qui est la respiration. Deuxième pilier, commandant. Deuxième pilier qui est fondamental et qui est peut-être pour moi un des plus importants et parfois négligé, c'est le pouvoir de l'esprit. On peut parler de visualisation, d'imagerie mentale, et dans les tops, les spécialistes vont parler de représentation multisensorielle. Donc l'art d'utiliser ses sens, intérieur, extérieur, pour pouvoir imaginer une situation connue ou inconnue, qui peut être future ou présente, et qui nous permet de nous préparer, puisque imaginer, c'est réaliser d'une certaine manière. Le meilleur simulateur, ça reste notre cerveau. Et donc, ça nous permet peut-être de diminuer le stress, puisqu'on aura un peu plus de connu sur une situation qui arrive. En gros, ça fonctionne comment, l'imagerie mentale ? Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de pratiquer. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de pratiquer, c'est avant tout de vous trouver dans les meilleures circonstances pour avoir une certaine intériorité, éventuellement fermer les yeux, vous mettre dans les bonnes dispositions et puis aller chercher à imaginer. Et c'est pour ça qu'on parle bien de représentation multisensorielle et plus autant de visualisation ou d'imagerie mentale, parce que le mot image et visualiser ramène à l'utilisation du sens visuel. Mais pour certains, imaginer, c'est plutôt entendre ce qu'ils se disent, ils se racontent l'histoire. Pour d'autres, c'est plutôt du ressenti, c'est de l'ordre de « ah oui, je ressens comment je vais me sentir dans cette prochaine activité ». Et c'est là l'utilisation de ces sens qui fait toute la puissance, parce que chacun est unique. Et c'est à chacun de trouver, évidemment, d'expérimenter, je vais dire, son secret pour imaginer, se projeter et pouvoir commencer à vivre. Et on le fait tout le temps d'une certaine manière. Quand on imagine ce qui va se passer demain, on imagine sa journée. On est déjà occupé à utiliser notre imagination. Et là, l'intérêt, c'est d'utiliser à bon escient pour finalement permettre une meilleure performance dans l'action par la suite. D'accord, mais il faut se programmer à imaginer ? Ah, pourquoi pas ? Ça peut, là, c'est... Tout le monde n'imagine pas sa journée, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Ouais, j'entends bien, et c'est pour ça que c'est une super proposition. Imaginer ou se programmer à imaginer, finalement, c'est utiliser d'une certaine manière les tops pour renforcer les tops ou pour aller bien se préparer à la suite de sa journée. Donc, oui, par exemple, on parle, ça c'est l'outil phare dans la boîte à outils, on parle de PMR pour préparation mentale de la réussite. Et donc oui, ça peut être intéressant de faire une PMRJ, c'est-à-dire préparation mentale de la réussite de la journée qui arrive. Je suis le soir, souvent les meilleures circonstances, c'est tôt le matin ou juste avant le coucher, parce qu'on est dans d'autres ondes cérébrales et donc dans un état modifié de conscience. Et donc là, c'est le moment idéal pour imaginer la journée qui va suivre. PMR. Dans la boîte à outils, il y a combien d'outils ? Parce qu'il y en a pas mal des outils, il y en a une 60aine à peu près, au moins. Plutôt une 40aine, et qui continue à évoluer avec le savoir, puisque vous savez qu'en termes de science et de savoir même médical, on double, on triple le savoir tous les 2-3 ans, de plus en plus, et c'est exponentiel. Donc oui, il y en aura encore certainement dans le futur. Le capitaine Phil qui était en train de faire de l'imagerie mentale me dit « reste encore 2 piliers ». Bah oui, on a largement le temps. Tout à fait. On peut en faire 10 des piliers finalement. Magnifique. Non, je rigole. On pourrait pas en faire 10. Le commandant Phil Van Den Bosch. Ah, moi je vous ai connu, vous étiez capitaine d'ailleurs. Tout à fait. Donc oui. Félicitations. Merci. Franchement, là vous grimpez, vous montez en grade. Tout à fait, merci beaucoup. Voilà, avec qui on parle ce matin des techniques d'optimisation du potentiel. La méthode est dans le livre du docteur Edith Perrault-Pierre, comment comprendre et pratiquer les techniques d'optimisation du potentiel, aux éditions Interéditions. Alors on disait tout à l'heure qu'il y avait 4 piliers, donc on a vu les 2 premiers. Troisième pilier, on va parler de dialogue interne. Donc le dialogue interne, c'est l'art de se parler, comment est-ce qu'on se parle, et c'est très intéressant puisque finalement nous sommes en règle générale la personne qui nous parle le plus. Et parfois on n'est pas toujours tendre avec soi-même, on ne se parle pas forcément comme à son meilleur ami, c'est parfois pour certaines personnes même son pire ennemi, je vais dire, si je peux me permettre ce vocable. Alors comment on doit se parler ?
Alors, il est opportun peut-être la proposition est là, de se parler comme à un bon ami. Et, vous dites qu'il faut se dire tu déjà. Alors, c'est préconisé, effectivement. C'est vous qui le dites. Hein. Ouais, c'est oui, voilà. C'est en fait ce que je reprends aussi de la docteure Edith Perrault-Pierre, qui, apparemment, selon les recherches scientifiques, serait le plus opportun de se parler en tu. Après, encore une fois, je nuance, chacun doit expérimenter. Et ça, c'est bien l'optique aussi des tops, c'est d'être dans la liberté et dans la recherche de qu'est-ce qui me correspond le mieux. Pour certains, ça va être de se parler en jeu. Pour d'autres, ça va être de peut-être utiliser la troisième personne, le il, peu importe. C'est ce qui vous convient le mieux. Et après tout, c'est ça qui est le plus important pour peut-être vous motiver ou pour passer à l'action de la meilleure manière. Quel est l'impact du dialogue interne ? Alors l'impact du dialogue interne va permettre d'être sans doute plus motivé, va peut-être permettre de vous amener dans la zone, de vous mettre dans un état et dans des circonstances, dans des conditions de performance en fait. Ça renforce votre idée et l'histoire que vous vous racontez. Et donc, d'une certaine manière aussi, l'imagination. Où est-ce que j'en suis ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je suis motivé ? Je donne un exemple. Voilà, je suis dans la course. Si un sportif de haut niveau commence à se dire je ne vais pas y arriver, je ne vais pas aller sur le podium, je ne vais pas faire la meilleure course de ma vie alors qu'il est au championnat du monde, il représente les couleurs de son pays. Évidemment qu'on comprend bien que ce n'est pas porteur comme discours et que ça ne va pas l'emmener à se dépasser, à aller chercher les meilleures performances. Mmh. Et qu'à l'inverse, évidemment, s'il est en train de se dire oui, je suis dans les meilleures dispositions, je vais y arriver, tu peux le faire, tu as toutes les ressources en toi pour y arriver, et c'est bien le but, c'est d'utiliser toutes les ressources intérieures, et c'est vraiment le hack ultime des tops, c'est je vais chercher mes ressources pour avoir un impact, donc un savoir-faire, pour avoir un impact sur mon savoir-être, et ensuite pouvoir évoluer dans le monde et dans les relations humaines notamment. C'est votre première radio ? C'est ma première radio, oui. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ce matin, finalement ? Est-ce que vous vous êtes parlé pour vous préparer ? Tout à fait, évidemment. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Eh bien, je me suis dit que je sais faire, que d'une certaine manière, j'ai fait d'autres choses aussi challengeantes, que c'est pas la première fois que je présente les tops, que j'ai présenté mon mémoire, que j'ai déjà fait aussi des webinaires, que j'essaie de reconnecter à cette réalité en me disant finalement cette réalité elle est inconnue, c'est vrai, mais elle est pas si loin de ce que je connais, donc tu vas y arriver, tu vas pouvoir être à l'aise et pouvoir franchement jusqu'ici tout va bien. Voilà, effectivement, bon. je le trouve aussi. Mais on n'a abordé que 3 tops, enfin 3 piliers. 3 piliers. 4e et dernier pilier sur lequel repose la méthode des TOP. 4e et peut-être aussi important pilier, la relaxation ou l'art d'arriver à se relâcher, se récupérer. Et qui est aussi pour le praticien, celui qui accompagne avec les tops ou qui est formé dans les tops, le lien vers le mode optimisé. C'est-à-dire que quand on est dans un état de relaxation, on est dans un état modifié de conscience qui permet effectivement d'aller chercher aussi les autres piliers et de renforcer toute la pratique. Évidemment, les 4 piliers s'auto-animent, se renforcent. Et donc oui, je pense que c'est un des conseils majeurs que je donne aux gens que j'accompagne, que ce soit les top managers ou leurs équipes, c'est prendre du temps pour eux-mêmes, parce qu'effectivement la vie va d'une certaine manière de plus en plus vite, même si on sait que c'est une perception, et donc prendre du temps pour soi, c'est-à-dire faire un stop, s'arrêter, faire pause et peut-être faire sa météo top. Je prends conscience de mes pensées, de mes émotions, de mon corps, de mon attitude, et ensuite je m'adapte. Ce petit moment va faire que je peux peut-être récupérer, laisser échapper un peu de pression, faire mes respirations apaisantes, imaginer la suite pour être dans les meilleures dispositions. Donc oui, récupérer, se relâcher, c'est très important. Et puis pour le praticien, effectivement, ça permet d'amener vers d'autres possibilités d'imaginer encore plus puissamment la suite. Mais ça, c'est important dans la journée, de savoir faire des pauses, de s'arrêter. Et des pauses régulières, je dirais. Ouais. C'est important. Et on le voit de plus en plus, il faut s'arrêter, mais s'arrêter et ne rien faire, ne rien faire. Faire du être. Ouais. Faire du être. Faire du être. Voilà, je conseille ça. Comme beaucoup de gens sont toujours à vouloir faire, eh bien, faisons un peu de être, c'est-à-dire faisons rien, juste soyons. Et effectivement, faites des pros, pourquoi pas. Les pros, c'est l'acronyme pour des pauses régénératrices optimisées. En gros, c'est les siestes. Et jamais de plus de 20 minutes.
Comme ça, vous ne partez pas dans des grands cycles, parce que effectivement, les tops parlent beaucoup aussi de sommeil, de jet lag, de capacité à récupérer, l'art de bien dormir aussi. On parle beaucoup de Miracle Morning. On invite à être dans le Miracle Evening. Comment vous préparez votre nuit? Comment vous préparez cette phase de récupération? On se rend compte au niveau médecine et scientifique que les carences en sommeil, c'est ce qui va vous impacter le plus en termes de psychophysiologie et de performance, évidemment. Bien au-delà de carences alimentaires ou d'autres habitudes de lifestyle, j'ai envie de dire. Alors, Miracle Evening, comment est-ce que vous préparez votre nuit? Alors, Miracle Evening, comment je la prépare? Déjà, en n'étant plus devant les écrans, 1 heure ou 2 avant d'aller coucher. Les écrans, oui, il y a des études scientifiques qui ont démontré que ça nous générait des micro-apnées, donc de l'hyperstress. Et de plus en plus, on passe notre vie devant les écrans. Même pour se détendre, on rentre chez soi, smartphone, on regarde des séries sur la télévision, etc., etc. Donc l'invitation, c'est peut-être de commencer par là, de mettre une certaine habitude en place. Et oui, on a des aides cérémoniales, d'habitude, et donc d'avoir quelque chose qui soit assez récurrent. D'ailleurs, avec les bébés, ça marche bien aussi. On met des choses en place. Et vous savez de quoi vous parlez? Voilà, exactement. Comme jeune papa, je fais une dédicace à Théa d'ailleurs, et donc oui, on est habitué. Théa. Qu'est-ce que ça veut dire, Théa? Théa, c'est le prénom qui est en lien avec l'Antiquité, et qui était déesse de la lumière, mais qui par extension parle aussi de sagesse, d'unité. Et puis, effectivement aussi, c'était le premier nom, enfin le nom de la première lune qui a percuté la Terre, et il fut un temps, et qui a fait que la Terre a une certaine inclinaison qui permet les saisons et donc qui permet la vie. Parce que vous savez que si elle n'était pas inclinée d'une certaine manière, on ne pourrait pas avoir les saisons, donc on ne pourrait pas être en vie. Et donc cet impact, pour la symbolique, elle a impacté nos vies, Théa, mais elle a impacté les vies de toute l'humanité, donc il fut un temps. La méthode propose plusieurs types de relaxation, 6 de mémoire. Oui, alors oui, donc relaxation évidemment au niveau du corps, on peut être sur des relaxations directes, indirectes, mais aussi par exemple, ce n'est pas que dans le corps ou comme un body scan, vous voyez, quand on part de la tête aux pieds, il y a aussi une partie plus imagerie mentale, comme imaginez par exemple votre image de détente. Qu'est-ce qui me détend, qu'est-ce qui me relâche? Est-ce que c'est un panorama de montagne, de mer, etc., avec la petite précaution toujours de partir sur des choses qui vont pouvoir rester constantes dans le temps. Donc ne prenez pas votre animal de compagnie ou votre meilleur ami, c'est peut-être changeant dans le futur, donc on va éviter. Mais voilà, donc coupler effectivement ces différents modes de récupération, de relaxation, pour se mettre dans les meilleures optimisations. La méthode propose alors je mets des guillemets, gérer le stress. Qu'est-ce qui marche sur le stress? Qu'est-ce qui marche sur le stress? Parce que c'est quand même c'est une vraie question, ça. Tout à fait. Je le répète, on n'est pas tous égaux devant le stress. Donc l'important déjà, c'est une bonne connaissance de soi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me met en stress? Quels sont les déclencheurs? Qu'est-ce qui se passe en moi? À quel niveau? Dans quelles circonstances? Et puis de là, comment je vais m'adapter? Et le principe est de pouvoir finalement, à force de le pratiquer, diminuer la période de rémanence. C'est-à-dire, il se passe quelque chose, j'ai une réaction. Bien souvent, le stress est lié à des émotions plutôt peur. Et donc, là je vais dans mon cerveau limbique, reptilien, je suis en train de surréagir. Comment est-ce que je peux reconnecter avec la partie préfrontale pour pouvoir en fait reprendre des décisions qui semblent plus justes? Donc voilà, effectivement, ça a appliqué les 4 piliers. C'est un ensemble de respiration, imagerie, de faire une pause, de prendre le temps de se calmer et d'aller peut-être sur quelque chose d'apaisant pour revenir dans sa zone. Et être aussi dans la prévention. Quand vous êtes dans votre zone et que vous savez que vous allez être face à des circonstances dites stressantes, peut-être être préventif en veillant à, par exemple, une respiration régulante, etc. Avant. Et donc oui, c'est tout l'optique des tops. C'est bien avant, bien préparé. Anticiper juste avant et donc se dynamiser avant l'action, pendant l'action se réguler et puis après aussi récupérer et puis aussi toute une phase feedback, rétex, retour d'expérience qui nous permet de débriefer qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a moins été et qui permet rétex, j'adore, il y a plein d'acronymes. Rétex, retour d'expérience. Ouais. On a vu un outil PMR tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outil puissant? Alors, je dirais comme j'ai dit puissant, comme autre outil, tout à fait, comme autre outil puissant. Je réfléchis un instant, qu'est-ce que je pourrais vous proposer? Oui, effectivement,
le renforcement positif qui va vous permettre en fait de travailler sur la confiance en vous. Beaucoup de gens manquent d'une certaine manière d'estime de soi, de confiance en soi. Donc aller partir sur la répétition d'un événement qui n'a pas forcément été si facile et que vous avez bien mené, le revivre en boucle en vous connectant évidemment à tout ce qui a fait à la fin le succès et le ressenti, et à ramener ce ressenti en disant bah voilà, je suis assez fier de moi, finalement je l'ai fait, c'était pas évident. Et là, j'ancre toutes les sensations de succès, de performance et de fierté, va petit à petit nourrir cette jauge, cette batterie d'estime de soi et de confiance en soi, donc capacité à passer à l'action dans des circonstances dites challengeantes. C'est quoi le succès au regard des TOP ? Le succès au regard des TOP, finalement, c'est d'avoir donné le meilleur de soi-même et surtout de le vivre, de le ressentir. C'est-à-dire, voilà, j'ai l'impression, et ça reste une impression, mais pour l'individu, pour lui-même ou pour le groupe, il a l'impression d'avoir fait le mieux qu'il peut. Et c'est pas forcément de gagner finalement. Voilà, peu importe le résultat au final, c'est pas forcément d'atteindre l'objectif, c'est plutôt la manière dont vous avez vécu le chemin dans cette direction. Tout en se rappelant que finalement tout est apprentissage. J'ai peut-être pas réussi cette fois-ci à atteindre l'objectif fixé, et d'un autre côté j'ai appris plein de choses pour pouvoir m'adapter ensuite et peut-être retrouver une nouvelle stratégie pour y arriver dans le futur. Alors, il faudra rappeler à ceux qui nous écoutent qu'aujourd'hui, les résultats des TOP sont mesurés, que ça s'applique dans plein de secteurs d'activité. On parlait des militaires, mais des sportifs. Mais aujourd'hui, ça s'applique également sur le terrain des personnels soignants. Des pompiers, enfin, de beaucoup de gens qui sont quand même qui sont en charge d'aller au feu, comme on dit. Voilà, exactement. Toutes professions qui ont des enjeux majeurs et qui peuvent être soumis au stress, à la fatigue et à la démotivation sont évidemment des clients tout désignés pour aller expérimenter, pratiquer les tops. Afin évidemment de durer. Donc c'est pour ça qu'on parle de être et rester au top. À l'armée, on parle souvent de être et durer. C'est-à-dire c'est bien d'être au top niveau, et comment on fait pour le rester. Mais les carrières sont courtes à l'armée. Oui, alors ça change, vu les actualités. On rallonge un petit peu les carrières et finalement on se rapproche énormément de la fonction publique. Donc voilà, oui. Donc il faut durer. Voilà, il faut durer. Mais quand c'est une passion, c'est terminé les carrières de 15 ans. Ah oui, en tout cas, pour ma réalité du côté belge, et je pense qu'également du côté français, oui, effectivement, ça tend à se rallonger. Évidemment, il y a des spécificités. Par exemple, des pilotes de chasse, ils sont toujours pensionnés plus tôt parce que, effectivement, la pénibilité de ce genre de travail est évidemment pris en compte. Ouais. Alors, comprendre et pratiquer les techniques d'optimisation du potentiel, c'est le titre du livre du docteur Edith Perrault-Pierre, Être et rester au top, que vous montrez à la caméra. Inter-édition, vous avez toute la méthode expliquée dans ce livre. Vous écouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la captation de cette émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Commandant Phil, merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez repartir en Belgique. Merci à vous. Et passer une très belle journée santé sur Beurre FM.